Bonjour chers étudiants, bonjour à tout le monde. On se retrouve une fois de plus pour la troisième partie portant sur le module droit maritime international. Alors dans la première partie, nous nous sommes intéressés à la clarification de certaines notions de base, des notions fondamentales pour l'interprétation et pour l'application pour la compréhension surtout des conventions internationales applicables en droit maritime. Dans la deuxième partie quand même, nous avons fait l'introduction du droit maritime international. Nous avons parlé des sources du droit maritime, des sources nationales, des sources internationales. Et ensuite, nous nous sommes intéressés à l'objet du droit maritime international. Alors, cette troisième partie va s'intéresser au droit de la mer. Rappelez-vous, quand ce qu'on avait dit dans l'introduction, le droit maritime n'est pas une branche qui se suffit à elle seule. Elle relève à la fois du droit public et du droit privé. Le droit privé, c'est les relations entre les commerçants. D'accord? Mais par contre, le droit public s'intéresse aux espaces maritimes. Donc là, c'est l'affaire des États et c'est l'affaire des Nations Unies, bien sûr. Alors, mais avant la convention portant sur le droit de la mer, nous allons d'abord parler de la convention d'Athènes. Alors, la convention d'Athènes est la convention relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages. Cette convention a été signée à Athènes le 13 décembre 1974 pour une entrée en vigueur le 28 avril 1997. Cette convention a été modifiée, comme vous le voyez, par le protocole de Londres du 1er novembre 2002 et qui est entré en application le 23 avril 2014, bien sûr. Alors, c'est une convention qui s'intéresse exclusivement au transport de passagers et de leurs bagages. Alors, vu que nous allons nous intéresser beaucoup plus au transport de marchandises et aux espaces maritimes, et c'est la raison pour laquelle dans cette convention d'Athènes qui s'intéresse aux passagers et de leurs bagages, nous allons juste nous appesantir sur 4 points. Le premier point portera sur le champ d'application. Le deuxième point sur la responsabilité du transporteur. Le troisième point sur les plafonds d'indemnisation et enfin pour le quatrième point, ça portera sur les délais de prescription pour la responsabilité. Alors, la convention d'Athènes, comme vous pouvez le voir, cette convention établit un régime de responsabilité pour les dommages subis par les passagers, mais aussi aux liaisons, aux blessures, aux décès des passagers dans un transport par mer. Alors, dans le champ d'application, nous précise que la convention d'Athènes s'applique à tout transport international. Donc, voilà, on peut constater que on exclut les transports nationaux. D'accord, la convention d'Athènes revêt toujours un caractère international. Alors, lorsque le navire bat pavillon d'un État parti à la convention ou est immatriculé dans un tel État. Alors, rappelez-vous, le pavillon, c'est la nationalité du navire. D'accord? Donc, la convention s'applique à tout contrat de transport international de passagers et de leurs bagages lorsque le navire bat pavillon d'un État qui a signé et qui a ratifié la convention d'Athènes. Ou lorsque le navire est immatriculé dans un tel État. Parce que vous savez, parfois, il y a des pavillons de complaisance. D'accord? Un État, exemple, je prends l'exemple de MSI. MSI est de nationalité italo-suisse, mais parfois les navires de MSI sont immatriculés au Libéria, ce qu'on appelle des pavillons de complaisance. Donc le pavillon veut dire la nationalité. Ou le contrat de transport a été conclu dans un État parti à la présente convention, donc ça veut dire que le lieu de signature du contrat se trouve dans un État qui a signé la convention, ou bien selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un État parti à la présente convention. Donc là, la convention d'Athènes nous impose 4 points. Soit le navire bat pavillon d'un État qui a signé la convention, nationalité. Soit le navire est immatriculé dans un État qui a signé la convention. Soit le lieu de départ se situe dans un État qui a signé la convention, ou bien le lieu de destination est situé dans un État qui a signé la convention. Et maintenant, là, vous voyez que la convention d'Athènes ne parle pas de port. Ça veut dire quoi? Le lieu de départ, l'endroit de départ, le lieu convenu peut être un port ou bien dans un endroit qui est à l'intérieur des terres. Le lieu de destination peut être aussi un port ou bien dans un endroit qui est après le port sur l'interland, bien sûr. Donc ça, c'était pour le champ d'application. Le champ d'application, il est fondamental.
il faudra toujours maîtriser les champs d'application pour savoir dans quelles conditions on doit appliquer la convention. Alors, le deuxième point porte sur la responsabilité du transporteur. La convention d'affaires a été claire. Là, on parle d'une... la responsabilité du transporteur est fondée sur une présomption de faute. Parce que la convention déclare le transport responsable du dommage subi par le passager, résultant de la mort, blessure, lésion corporelle, etc. ainsi qu'au dommage subi par les marchandises si l'incident qui a causé le dommage s'est produit au cours du transport. D'accord? Ou bien est dû à la faute ou à la négligence du transporteur. Donc là, ici, s'il y a dommage, mort d'homme, blessure, d'accord, le transporteur doit prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage, la blessure ou bien les lésions. D'accord? Alors, les limites de responsabilité. La convention d'Athènes, originelle de 1974, fixe le plafond, ce qu'on appelle limite d'indemnisation, à 46 666 unités de compte. L'unité de compte, ici, il faut le comprendre par le droit de tirage spécial. On aura l'occasion d'en parler. Mais le protocole de Londres de 2002 l'a rehaussé à 250 000 DTS par passager pour un même événement. C'est-à-dire que mort, blessure, lésion corporelle. D'accord? Ensuite, pour ce qui concerne les bagages, le plafond est fixé à 833 unités de compte par passager et par transport. Le plafond, cela veut dire quoi? Lorsqu'il y a dommage, quand le transporteur doit vous rembourser, le transporteur ne doit pas dépasser cette somme, bien sûr. Le droit de tirage spécial est un panier à monnaie du Fonds monétaire international. Nous aurons l'occasion de revenir sur ça. Pour ce qui concerne les délais de prescription, pour les actions à responsabilité, l'action résultant du préjudice, la mort d'homme, lésion corporelle de passage, perte ou dommage survenu au bagage est soumise à une prescription de 2 ans. Cela veut dire que le concerné, hein, la personne qui a subi le préjudice dispose d'un délai de 2 ans pour intenter l'action en responsabilité contre le transporteur devant une juridiction compétente. Donc ça, c'était pour la convention portant sur le transport de passagers et de leurs bagages par voie maritime, convention d'Athènes qui a été signée le 13 décembre 1974. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser à la convention portant sur le droit de la mer. Alors, qu'entend-on d'abord par droit de la mer? Déjà, cette convention, en anglais, hein, United Nations Convention on the law of the sea, UNCLOS, ou bien en français, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, CNUDM. Elle a été signée le 10 décembre 1982 à Jamaïque, précisément à Montego Bay, entrée en application le 16 novembre 1994, ratifiée par l'État du Sénégal le 25 octobre 1987. Alors, cette convention réglemente ce qu'on appelle le droit de la mer. Cette convention vient compartimenter les espaces maritimes en 6 zones. D'accord? Alors, ce sont ces 6 zones-là que nous allons étudier. Mais avant, nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'on entend par droit de la mer. Alors, le droit de la mer, comme vous pouvez le voir, hein, l'ensemble des règles relatives à l'utilisation des espaces maritimes. Et qu'entend-on par espace maritime? Les étendues d'eau salée en communication libre et naturelle. D'accord? Donc là, on sous-entend les océans, les mers. D'accord? Les fleuves n'en font pas partie. Pourquoi? Parce que les fleuves coulent à l'intérieur des terres. D'accord? Alors, donc au premier rang figurent les États. Alors, le droit de la mer est défini juridiquement comme les espaces maritimes. Et parmi ces espaces maritimes, nous allons les étudier après. Nous avons les eaux intérieures, nous avons la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, le plateau continental et enfin la haute mer. D'accord? D'autre part, ce sont les droits et les devoirs que les États ont sur ces espaces, notamment le fait de réglementer la navigation, de réglementer la pêche, de réglementer le volume des captures, de réglementer l'exploitation et l'exploration des ressources naturelles, des ressources économiques, hein, la protection du milieu marin, bien sûr. D'accord? Alors, nous allons maintenant étudier ces 6 zones. Là, cette carte nous montre les États qui ont signé et qui ont ratifié la convention de Montego Bay. En vert foncé, tous les États qui l'ont signé et qui l'ont ratifié. En vert clair, les États qui ont signé mais qui n'ont pas ratifié. Et en gris, les États neutres. Je pense que vous vous rappelez de ces notions-là, bien sûr. D'accord?
cette carte est beaucoup plus claire, mais il y a un graphique après qui viendra préciser tout ça. Ici, en rose clair, les États qui ont signé, qui ont ratifié. En rouge, les États qui n'ont aucun engagement. Ici, vous pouvez voir les États-Unis d'Amérique, bien sûr. D'accord? Alors, typologie des espaces maritimes. Qu'est-ce qu'on entend par espace maritime? Au regard du droit international, les étendues d'eau salée, communication libre et naturelle. Ça exclut les eaux douces et les mers intérieures. Donc là, on exclut tout ce qui est fleuve, tout ce qui est bras de mer et tout ce qui est mer intérieure. Nous nous intéresserons aux mers séparant les océans, les États, mais aussi les différents océans. Ok, alors, ce sont ces 6 zones maintenant que nous allons étudier. D'abord, nous avons les eaux intérieures. Il faut d'abord savoir qu'il y a ce qu'on appelle la ligne de base. La ligne de base, c'est quoi? C'est la ligne la plus proche, la plus basse et la plus proche des côtes. D'accord? Si je prends l'exemple du Sénégal, vous connaissez le Cap Manuel, j'espère. Vous connaissez aussi un village qui s'appelle Yen. Il y a une ligne imaginaire qui relie ces deux points-là. D'accord? Cette ligne-là, on l'appelle la ligne de base. Les eaux intérieures se situent entre la rive et la ligne de base. D'accord? Maintenant, les ports, les havres, exemple la baie de Anne, hein, l'île de Gorée, l'île de la Madeleine, tout ça se trouve dans les eaux intérieures. Il s'agit donc des eaux incluses entre le rivage et la ligne de base. Elle est d'une largeur de 12 miles. 1 mile nautique équivaut à 1852 mètres. Vous pouvez faire la conversion rapidement. Ensuite, il y a la mer territoriale. La mer territoriale, cette fois-ci, part de la ligne de base aussi jusqu'à 12 miles nautiques. Donc, si on résume, entre la côte et la fin de la mer territoriale, il y a 22 miles. 22 miles nautiques. L'État exerce une souveraineté absolue. D'accord? Sur la nappe d'eau, sur le fond marin, mais aussi sur l'espace aérien surjacent. Cela veut dire quoi? Tout avion qui doit entrer dans cet espace aérien doit demander l'autorisation à l'aviation civile, bien sûr. Ensuite, la zone contiguë. Cette zone n'a pas été délimitée. Cette zone n'a pas été clarifiée par la Convention de Montego Bay. C'est pourquoi on l'appelle zone tampon et on dit que l'État ne dispose que de compétences finalisées, bien sûr. D'accord? Après, il y a le plateau continental. Le plateau continental ne se mesure pas par rapport à la largeur, mais par rapport à la profondeur. L'État a le droit d'exercer sa souveraineté. L'État a le droit d'exploiter les ressources jusqu'à 2500 mètres de profondeur. Ah oui, il faut savoir que la mer, elle est trop profonde. L'océan Atlantique, sa profondeur, c'est 7 km. Hein. Oui, l'océan Pacifique, sa profondeur, c'est 11 km. D'accord? Donc ici, le plateau continental, donc là, on sous-entend ici la profondeur. L'État a le droit d'exploiter et d'explorer les ressources jusqu'à 2500 mètres de profondeur. Ensuite, nous avons la zone économique exclusive. Partant de la ligne de base jusqu'à 200 miles nautiques, si vous multipliez 200 par 1852, ça vous donne 370 400 mètres. Et si vous le divisez par 1000, ça vous donne 370 km. Donc c'est une zone où l'État quand même dispose de prérogatives pour exploiter toutes les ressources qui se trouvent en milieu marin. C'est pourquoi on l'appelle zone économique exclusive. Maintenant, au-delà de cette zone, il y a ce qu'on appelle la haute mer. Ce qu'on appelle souvent le territoire maritime international. D'accord? C'est une zone, on le dit souvent que c'est une zone de non-droit. C'est une zone où le principe de la liberté existe. La liberté de construire des îles artificielles, la liberté de faire la pêche, la liberté de naviguer, la liberté de poser des câbles, la liberté de poser des pipelines, des aqueducs, des oléoducs, etc., etc. C'est pourquoi on dit l'ordre juridique qui s'y applique est celui des autorités dont le navire bat pavillon. Donc là-bas, s'il y a problème, s'il y a dégâts, on va appliquer la loi du pays dont le navire bat pavillon, bien sûr. Donc c'était en grosso modo les 6 zones qui ont été définies par la Convention de Montego Bay. Et vous pouvez voir la carte. La carte même vient encore préciser davantage l'esprit de la Convention de Montego Bay. Donc là, vous avez la mer territoriale. Vous voyez que là, on est à 12 miles. Ensuite, ici, c'est le rivage. Donc jusqu'à 24 miles, nous avons la zone contiguë. Ensuite, nous avons la zone économique exclusive. Et là, vous avez le plateau continental. Là, si vous regardez bien, on est à 2500 mètres, un peu plus même. Ensuite, la zone économique exclusive s'arrête à 200 miles. Et à partir de 200 miles, nous avons la haute mer.
Je vous remercie. On se retrouve à très bientôt pour les autres conventions portant sur le droit maritime. Merci.